J'ai commencé à entrer en écriture très jeune. C'était à l'école communale, parce qu'il y avait des moments où je m'ennuyais. Et alors j'écoutais le maître d'école et je notais sur mon petit cahier, je notais des mots. Voilà. Et puis après, ça c'était dans les années 1955. J'avais 7 ans. Et une fois que j'avais noté des mots sur le petit cahier, j'essayais de mettre ces mots dans un ordre qui le plus souvent, dont je voulais le plus souvent qu'il m'étonne. C'est-à-dire que ce ne soit pas un ordre qui signifie quelque chose de très précis, mais que c'était beaucoup plus sous l'impulsion de l'instant, et sous aussi l'écoute des mots. Parce qu'en fait, lorsque j'écris, j'entends ce que j'écris. Il y a des poètes qui voient ils écrivent ce qu'ils voient. Entre guillemets, ils sont des poètes de la vision, du visionnaire ou du visuel. Moi, je suis un poète de l'oralité, vraiment. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'aime beaucoup proférer les textes. Et voilà. Donc ça a commencé comme ça, très tôt. Et ce début, c'est lui qui a vraiment pas déterminé, mais qui a quand même commencé à induire un certain type d'écriture qui est basé chez moi, qui n'est pas tant basé sur la volonté de signifier quelque chose, mais beaucoup plus sur la volonté que celle ou celui qui va lire va pouvoir produire du sens. Donc, c'est-à-dire, ça ne m'amène pas à définir la poésie, parce qu'on ne définit pas la poésie, ou sinon on la réduit, mais en tout cas à essayer de la situer. Et pour moi, je la situerais comme non pas un sens fait, mais un sens en train de se faire, à mesure que le lecteur ou la lectrice découvre un texte. Voilà. C'est un petit peu sur la même position que le poète français Paul Éluard, qui disait le poète est plus inspirateur qu'il n'est inspiré. C'est-à-dire qu'il inspire quelque chose au lecteur, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il est lui-même inspiré. Il est peut-être, ou s'il est inspiré, il est inspiré par ce qu'il veut inspirer. Voilà. Alors le premier livre, c'est un tout petit recueil que j'ai écrit, j'avais 22 ans. Voilà. Et puis après donc j'ai fait des études de philosophie et j'ai un petit peu, non pas abandonné, enfin j'ai pas abandonné l'écriture, mais j'ai un petit peu mis à l'écart la poésie. Et bon, et comme je faisais des études de philo, bon voilà, j'ai essayé de développer une pensée philosophique. Et en fait, je suis revenu vraiment à l'écriture poétique à l'âge de 28 ans. Et là, comme j'avais fait mes études de philo, que j'avais passé ma thèse en philosophie, là, j'ai vraiment pu découvrir la relation très intime et inséparable pour moi entre la poésie et la philosophie, entre la philosophie et la poésie, comme on peut trouver chez énormément de poètes, pas seulement contemporains, mais de poètes anciens aussi, hein, qu'on remonte à Héraclite, qu'on remonte à... Voilà. Donc c'est-à-dire pour moi, vraiment, je ne sépare pas l'expression poétique de sa dimension philosophique au sens d'interrogation profonde, donc de questionnement profond sur notre présence dans ce monde. Ce qui signifie pour moi qu'il y a une résonance très forte entre ce qui se passe dans le monde, l'événement, et ce que j'écris.
Et la philosophie... C'est pour ça que j'étais très sensible à certains de vos textes qui, justement, étaient pour moi très en résonance avec l'époque, à travers votre texte de transmission à la jeunesse de 18 ans, aussi bien que le poème en particulier sur la classe ouvrière. Et il n'y a pas que ce texte-là. Mais j'ai été vraiment très, très touché et très, très intéressé par cette relation du poète à l'histoire. Parce que je trouve que dans l'époque qu'on traverse, je ne parle pas nécessairement des jeunes générations, hein, mais déjà presque de ma génération, c'est-à-dire les gens de 50 ans aujourd'hui, je trouve, pas partout, mais en France en particulier, je trouve qu'il y a une peur de s'exprimer dans le temps présent. Voilà. Et la traduction? La traduction, moi je ne traduis pas. Je ne traduis pas. Je pense que c'est ce que j'ai pu observer, parce que j'ai été traduit dans plusieurs langues, que ce soit en turc, que ce soit en grec, que ce soit en allemand, que ce soit en arabe, etc. Et ce que j'ai pu observer, c'est que c'est une expérience passionnante. Pour celle ou celui qui est traduit, c'est une chance merveilleuse. Parce que ça permet de prendre pleinement conscience, alors je dirais, de ce que le poète René Char disait à propos de la poésie. Il disait, en fait, il n'y a pas de territoire. La poésie n'est pas un territoire. Elle est traversière. Elle traverse. Non seulement elle traverse, mais elle est dans les intervalles. La poésie, donc, intervallaire. Elle travaille dans les intervalles. Et donc, quand on passe de la langue d'origine à la langue d'accueil, c'est-à-dire la langue d'accueil, on est dans cette relation de l'intervalle. Et que c'est ça qui est passionnant, je trouve, sans doute à la fois pour le traducteur, la traductrice, ou pour le poète, c'est qu'il prend conscience vraiment de cet intervalle entre ce qu'il a exprimé dans ses mots, dans le choix qu'il a fait de ses mots, et ce qui va être, non pas ce qui va être accueilli par une autre langue avec d'autres mots. Et parce que ça pose la question non pas de la réception au sens où on l'emploie dans la langue de communication courante. Aujourd'hui, on parle beaucoup de réception, etc. Parce que c'est la langue de la communication, et moi j'exècre la langue de communication. En revanche, je préfère la notion d'accueil. Comment accueillir l'autre, comment accueillir l'autre langue. Et l'accueil, pour moi, c'est vraiment une relation qui est une relation de... Alors, il y a un grand poète que j'aime beaucoup, un poète allemand du 19e, 20e aussi, qui s'appelait Rainer Maria Rilke, et qui, dans une de ses élégies, les élégies de Duino, évoque en particulier la question justement de l'accueil. Et il dit que la grande difficulté pour la personne humaine, quelle que soit l'époque, quel que soit le contexte dans lequel il se trouve, c'est d'être dans l'ouvert, ce qu'il appelle le concept d'ouvert. C'est-à-dire vraiment, non pas l'ouverture, parce que l'ouverture, ça peut être un petit trou, hein, mais l'ouvert, c'est quand on dit on accueille à bras ouverts, c'est-à-dire qu'on n'est pas prêt à embrasser, mais on est prêt au contraire à se faire ouvrir par ce qui est là et ce qui vient à nous. Voilà. Et que cette relation-là, elle permet, je veux dire que, non seulement d'accueillir ce qui est, mais de provoquer, de susciter ce qui va advenir. Voilà. Si je prends les poètes français, il y a René Char qui m'a beaucoup influencé. Si je prends en Turquie, c'est Nazım Hikmet, m'a beaucoup marqué. En Allemagne, Hölderlin aussi, j'ai été beaucoup marqué. Dans les poètes contemporains, du XXe siècle, la deuxième partie du XXe siècle, je pense que c'est René Char qui m'a le plus. C'est-à-dire tout ce travail aussi qui fait sur l'oxymore. Et ça, c'est très très important. C'est-à-dire vraiment l'expression la plus concise
de la pensée la plus profonde. Hein. Exprimer en peu de mots quelque chose de très profond, qui ne ressemble pas, qui n'est pas comparable au haïku par exemple, hein, qui n'est pas du tout du même ordre. Même si il y a beaucoup de confusion à mon avis qui se font aujourd'hui entre le haïku, tout le monde veut écrire des fragments et croit écrire des haïkus, mais le haïku à l'origine c'est quelque chose de très complexe, de très dense, d'extrêmement dense, à la fois au niveau de l'observation, mais au niveau du ressenti. Et pas du ressenti, je me trompe, au niveau de ce qui nous pénètre. Hein. Il nous pénètre, c'est-à-dire nous ouvre nous-mêmes. Voilà. Ça veut dire qu'un haïku, ce n'est pas que des mesures. Mais non. Donc il y a quelque chose, l'intérieur qu'on a besoin, elle est plus difficile d'ailleurs parce qu'on a limité, même on peut dire prisonnier avec toutes ces mesures-là. Tout à fait. Qu'est-ce que tu penses à propos de la poésie actuelle francophone? Je pense qu'elle est très faible. Elle est dans une période vraiment de creux de vague. Vraiment. Mais depuis, moi je dirais depuis 25 ans, depuis un quart de siècle. Voilà, elle est faible. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas de, la langue n'est pas mise en travail. Il n'y a pas de travail de la langue. Hein. Et puis il y a vraiment, il y a une occupation, hein, comme un territoire occupé. Il y a une occupation par tout ce qui relève de la communication et donc de l'ordre, donc du régime policier. Voilà, si j'étais un peu excessif, pas tellement, je dirais que je trouve que la langue en France, hein, la langue française, telle qu'elle est, y compris véhiculée beaucoup par les Français, c'est une langue policière, c'est une langue de la police, c'est une langue de la surveillance, c'est une langue du contrôle, et c'est une langue de l'ordre, hein, passeur d'ordre. Donc, et je trouve, bon, on ne peut pas généraliser, mais voilà, je trouve que la poésie française, depuis 25 ans, elle est dans le creux de la vague. Alors ça va revenir. Hein, Est-ce que c'est à cause des auteurs ou à cause de lecteurs? Parce que c'est parfois, s'il n'y a pas de lecteurs, il n'y a pas de production non plus. Ça veut dire oui, mais ils sont liés. Oui, ça ne stimule pas. Par exemple, on m'a dit c'est au Québec, vraiment des artistes, etc. Souvent, comme dit, il y a un lecteur un peu plus avisé qu'ici. Et le système, ce système mondial qui nous abaisse et qui met l'art à l'écart de tout. C'est comme ici, même ici aussi, c'est comme partout. Mais c'est peut-être, je suis d'accord avec vous, c'est peut-être lié aussi au fait que on évoquait hier dans notre rencontre, hein, que vous évoquiez très bien, cette espèce de consensus mou qui s'est emparé de toute une partie de l'Occident, et y compris de l'Europe, et qui amène effectivement à ce que vous dites, c'est-à-dire que il n'y a peut-être pas d'auteur parce qu'il n'y a pas de lectorat non plus, parce que le lectorat lui-même s'est introduit dans cette espèce de consensus mou, quoi. Oui, parce que la poésie aussi, c'est un apprentissage depuis l'enfance. Depuis l'enfance, si on ne pas, si on laisse seulement des calculs réussite, donc on n'arriverait pas. Est-ce que la poésie est un besoin pour les autres? Ou l'art? C'est le même. En fait, je suis comme un échiquier, en fait. La réponse est l'expression artistique. Bien sûr, l'expression artistique. Oui. Moi, je pense qu'elle est essentielle. Pour les autres? Oui, mais pour tous, vraiment pour tous, pour toutes et pour tous. Elle est essentielle parce que elle est justement, elle est dans toute l'architecture de la consommation, d'ailleurs du rapport très consumériste à la vie et aux choses. Elle est justement alors, je n'aime pas le territoire parce que c'est pas un territoire la poésie, mais disons que peut-être qu'elle est l'espace même de ce qui ne se consomme pas, qui est l'espace de la gratuité, et la gratuité au sens là vraiment proprement philosophique, au sens hégélien du terme, c'est-à-dire vraiment c'est l'œuvre d'art, elle est gratuite, elle est purement gratuite, pas seulement sur le plan économique, mais elle est gratuite, elle n'attend rien, elle n'attend pas de retour. Si elle est dans le retour, elle est déjà introduite dans la, entre guillemets, dans la communication.
Et, Donc elle est essentielle, je pense. Mais la création, l'ensemble, hein, des expressions artistiques, enfin artistiques, je dirais simplement des expressions de la puissance, de résistance de l'être humain contre ce qui le contraint, contre ce qui le cerne, contre ce qui l'occupe. Voilà, toute puissance de résistance à ce qui enserre l'être relève de l'art. La colonisation du silence a des vacarmes pour surmonter l'incapacité de l'homme à son propre silence. Donnez-nous un arbre pour dresser les mots au faîte de la terre. Donnez-nous sur cette terre un homme qui parlerait sans loi. Donnez-nous un pas d'homme dans une architecture nomade où les amants s'élancent, joints, sans crainte du retour. Ô lignes d'horizon, venez-nous en marée, tendez nos mains surprises, sourcières solitaires des crêtes de soi-même sur le chemin dernier. Donnez-nous la force du pas d'ombre, rendant profondeur à son empreinte, l'étendant à sa constellation. Passant, marcheur sous la pluie battante, toi, par ce sourire qui dit que tu m'as entendu jusqu'à ce point suprême de notre étoile au-dessus de nous.